S'il vous plaît. Alors, munissez-vous de vos casques, s'il vous plaît, histoire de suivre. Alors, voilà, on passe à la dernière ligne droite de la réunion, session plénière, avec les membres du panel. Et effectivement, là, on va pouvoir entendre les rapports des différents groupes. Et puis, on couvrira les différents engagements pris. On va résumer ce qui a été dit au sein des différents groupes. Et là, on va parler des engagements. Je vous en prie. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on a encore suffisamment d'énergie? On est plus ou moins au milieu du processus. Les engagements débattus pour aujourd'hui. Malheureusement, j'ai reçu 2 des 7 rapports uniquement. Ce que je vais essayer de faire dès lors, je vais essayer d'obtenir les données de l'espace commun hier et je vais essayer d'établir des liens avec ce qu'il s'agit de faire. Comme on l'a dit ce matin, dans le cadre de la saison, l'idée est de se poser la question, nous, société civile, que peut-on faire ensemble par rapport au gouvernement? Quel rapport est-ce qu'on peut lancer entre le FMMD et les gouvernements d'ici jusqu'à donc la mise en œuvre du pacte mondial, etc. Avant ce, qui ont participé au dialogue FMMD, qui était là, dialogue de haut vol, on constate des mains levées, 8 à 10 mains levées. Ça reflète le fait que vous êtes trop âgé, nous dit Monsieur en boutade, mais en tout cas, voilà. Le FMMD a démarré en tant que processus en 2006. Alors, effectivement, à l'époque, on a appris certaines choses et puis la leçon tirée, c'est qu'on a pu quand même surmonter certains obstacles. Et là, ce qui importe, c'est de saisir des opportunités. Le FMMD est symbolique du mur, pardon. Effectivement, en 2006, on nous a clairement dit ne parlez jamais des droits humains, sinon les gouvernements quitteront tout simplement la salle. Ne parlez pas de déportation, régularisation et tous ces thèmes-là. Concentrez-vous sur la manière dont on peut aider, et puis la portabilité des biens, etc. Et on est là, c'est pour ça que je porte ce T-shirt. C'est une expression de mon sentiment. Quand c'était les gouvernements qui déterminaient l'ordre du jour, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié le processus. Et bien entendu, le 3 juillet, on va en reparler ici à Berlin. Je vous dis ceci parce que ce qu'on a dit à l'époque, c'est qu'il fallait aller de l'avant et en se basant sur une base de justice. On a eu de nombreuses discussions le premier jour et puis on s'est basé sur la perspective du départ. Et comme on l'a dit ce matin, apparemment, il n'y a plus de limite dans notre marge de manœuvre et dans les discussions qu'on peut avoir dans le cadre du FMMD. Et dès lors, c'est une victoire dans ce sens-là. À présent, on a la salle comble, c'est génial, et on doit poursuivre sur notre lancée. Cela dit,
quels sont les engagements qui ont été débattus dans le cadre de la première journée, des premières journées. Désolé pour la prononciation des noms, nous dit monsieur, mais les 10 points qui sont dans le résumé, il s'agit d'un résumé de ce qui a été préparé dans le cadre des 2 premiers jours. Et par rapport à cela, quels sont les engagements? Alors, je vais m'exprimer basé sur les informations reçues. Et la question est de savoir que compte-t-on faire par rapport à la migration des jeunes. Et puis, on parlera des engagements par rapport aux sans-papiers, par rapport aux réfugiés. Et ensuite, on parlera des enfants, population très vulnérable. Mes collègues présenteront leur rapport. Je donnerai dès lors tout simplement la parole à mes collègues. Et puis, quatrièmement, on parlera de réintégration, processus de retour. Avant toute chose, il y a énormément de questions latentes. Et dès lors, ce que je suggère, c'est que il faut se poser la question, quels sont les processus qu'on pourra avaliser ensemble à partir de maintenant et jusqu'en 2018. Djibril a fait référence à cela. On doit parler des principes et puis il ne faut jamais oublier quels étaient les objectifs au départ. Et bien entendu, on doit en permanence garder à l'esprit l'injustice à éradiquer, les injustices à éradiquer. D'où ma question. Il y a la déclaration de New York. Ça n'existait pas voici 10 ans et c'est pour ça que le FMMD est un processus ouvert. Le programme est basé sur la manière dont on définit le forum. Et puis là, maintenant, on a, et je le répète, la déclaration de New York. D'où ma question, est-ce qu'on a un processus nous permettant de dire que la déclaration de New York devient notre base quant à notre manière de définir tout ce qui est migration, mouvement, déplacement de gens? On n'a jamais explicitement décidé de cela. Pour moi, c'est une question ouverte. Si le pacte mondial débarque seul et que c'est une déclaration, alors à quel moment est-ce qu'on dit on souhaite avoir la déclaration de New York au lieu du pacte mondial? Quelle serait la meilleure option? Ou est-ce qu'on peut dire qu'on utilise la déclaration de New York parce qu'elle a déjà été adaptée et ça peut être la base, la plateforme quant au contenu, procédure, etc. Donc il faut voir que fait-on. Ma question, quel processus qu'est-ce qu'on peut utiliser comme base? Combien d'entre vous ont parcouru la déclaration de New York? Une majorité dans la salle. Si ce n'est pas encore le cas, parcourez la déclaration de New York parce que pas mal des questions soulevées, eh bien, on trouve ces questions des réponses dans la déclaration de New York. Et puis, l'idée également est de définir une migration sûre, régulée et ordonnée. Prenez ce qui se passe au niveau domestique. Donc, si quelqu'un, un migrant, peut se déplacer en toute sécurité, d'une manière régulée et ordonnée, aller d'un point A vers un point B, alors c'est une chose. Mais la question est de savoir, est-ce que ces personnes sont traitées équitablement? Pourquoi est-ce que le fait d'être enceinte est considéré comme un crime? Qu'en est-il des droits? Qu'en est-il du travail, etc. Dès lors, quand on parle de sûr, on parle de sécurité physique, plus des contrats standards et donc conventions claires. Il faut des procédures claires quant à la manière d'aller d'un pays A vers un pays B, mais également il y a la partie gouvernance, questions éthiques, régulées en normes dès lors avec
Les normes, est-ce notre définition partagée? Est-ce partagé également par les gouvernements? Quel est notre processus? Parce que si les gouvernements disent qu'on ne parle que de sécurité physique, le fait d'avoir 3 étapes pour aller d'un point A vers un point B, etc., là, on va perpétuer des conditions mauvaises, en tout cas en Asie et ailleurs, d'où le risque encouru, institutionnaliser les injustices. D'où ma question, quelles sont nos procédures pour définir tout cela? Et comme Gibril l'a dit ce matin, comment peut-on fusionner et inclure ces définitions dans le format gouvernemental? Si uniquement entre nous, à quoi bon? On se bat pour que cela fasse partie de ce qui a été avalisé officiellement. Et puis, il y a d'autres red lines, lignes rouges. On a parlé de la non-détention des enfants. On parle de toutes ces choses. Et le rapport du groupe des jeunes, quand on parle de la Suisse, dites-le-moi si je m'abuse, la Suisse rapporte des enfants, donc des personnes en dessous d'un certain âge, considérées comme des enfants dès lors. Et puis, c'est vrai qu'il y a des dangers encourus. Ces 2 drapeaux rouges sont importants et on doit garder cela à l'esprit. Voilà, soyons clairs quant aux recommandations. Il y a la question du statut des travailleurs et l'idée de lancer 4 campagnes de plaidoyer, tarif zéro, 2 régularisation des sans-papiers, tertio, la responsabilité des recruteurs, des employeurs, adhérer aux normes de travail, 4e, pression sur les gouvernements, et puis proposer de l'emploi régulier, etc. Voilà les recommandations principales. Et on peut proposer cela comme campagne. Les enfants, migrants sans papier, ce qui a été dit, c'est que non seulement la Convention des réfugiés doit jouer un rôle, mais également la question climatique, changement climatique. Comment les changements climatiques vont créer des déplacements, des mouvements migratoires. Le rapport des enfants est ici. Je vais en rester là pour l'instant. Voilà, merci. Effectivement, on va devoir quitter la salle à une certaine heure. Donc voilà, respectons le temps qui nous est imparti, s'il vous plaît. Milena, je vais te donner la parole à présent. Bonjour, Milena, rapporteuse enfant à moitié arménienne. Je suis à moitié arménienne, à moitié perse. Permettez-moi de vous dire que le FMMD commence à toucher à sa fin. Et donc là, je vous présente mon rapporteur en tant que rapporteuse des enfants. Merci pour les discussions pratiques. Et permettez-moi de résumer. Et on a fait référence aux enfants. Et effectivement, l'idée était d'identifier des mécanismes pour garantir des migrations sûres, régulées et ordonnées. Ce que j'entends par ordonné, l'idée de créer des espaces sûrs pour les enfants en déplacement pour qu'ils se sentent chez eux et bienvenus. Quand on parle de migration régulée, il faut chercher de la protection pour des enfants après cette période d'insécurité. Permettez-moi de parcourir 12 points. Vous pouvez les coucher sur papier. Premier point, des voies surrégulées pour ces enfants, pour les familles des enfants, protection complète de par tout le cheminement. Les enfants ne peuvent pas être séparés de leur famille et on doit tenir compte des bons intérêts, des intérêts. Pas de détention d'enfants, il faut proposer des alternatives à la détention et il s'agit de meilleures solutions pour les enfants, bien entendu.
Également, gestion au cas par cas. Il faut suivre de près, il faut chercher des alternatives. On a différents programmes disponibles, pardon, également. Et on parle effectivement de différentes possibilités de résider à des adresses spécifiques en rapportant à intervalles réguliers au poste de police, déposer une carte d'identité ou une somme d'argent auprès des autorités, etc. Troisième point, garantir que la préoccupation majeure, c'est l'enfant, que l'enfant soit au centre des préoccupations quand on parle effectivement d'enfants migrants. Également, on doit individualiser notre approche et on doit tenir compte des situations uniques des enfants. On doit également formaliser tout cela. Premier point, le pacte mondial doit proposer des mécanismes de responsabilisation. Et également, il faut pouvoir rapporter également. Et puis, il faut une société non discriminatoire. On doit combattre tout ce qui est racisme, xénophobie, discrimination à l'encontre des enfants. Sixième point, inclusion, intégration, adopter des mesures qui soutiennent activement l'inclusion dans les deux sens. L'intégration, l'inclusion, ça n'est pas à sens unique. Cela requiert des engagements des différentes parties prenantes. L'inclusion est facilitée par une éducation appropriée, système d'enseignement, d'éducation, etc. dans le pays hôte. Apprendre la langue, c'est critique pour une inclusion fructueuse par la suite. Également, n'oublions pas que la situation des enfants ne change pas fondamentalement du jour au lendemain quand l'enfant a 18 ans. Donc, entre l'âge de 16 ans et 24 ans, il faut avoir accès aux services et il faut être protégé si nécessaire. À présent, la citoyenneté légale, septième point. Après 5 ans, octroyer la citoyenneté après 5 ans de résidence. Au niveau de la terminologie, modifier notre perception en utilisant le jargon approprié quand on fait référence aux migrants, surtout des enfants en déplacement. Par exemple, en remplaçant migration légale et puis les voies légales, etc. Donc, être précis quant à la définition aux mots utilisés. Et puis, il y a la question de la perception publique. En ce qui concerne la déportation et le retour, tout d'abord, un mineur non accompagné ne peut pas être déporté vers un pays où il y a la guerre, la persécution ou l'exploitation. Uniquement si le retour est dans l'intérêt de l'enfant, sur une base volontaire, et à ce moment-là, il faut garantir une réintégration familiale, notamment sociale. Il faut garantir la sécurité des personnes concernées. Fournir également du soutien psychosocial, médical, etc. si nécessaire. Fournir un suivi sous forme d'accompagnement et de programme de réintégration. Les travailleurs sociaux doivent être formés pour pouvoir gérer pareilles situations et relever les défis en question. En ce qui concerne l'exploitation, le trafic, sur le chemin, également dans le pays de destination, aucun enfant ne doit être forcé et ne peut être exploité au niveau du marché de l'emploi, par exemple. Il faut réduire le rythme de trafic et augmenter les chances de succès pour une réinsertion. L'identification sur le champ, il faut rapporter cela au système de protection des enfants. C'est critique. Les enfants, les jeunes sont plus que des victimes de la guerre, des conflits, d'abus, d'exploitation, pauvreté et trafic également. On a une voix et ce qui est important, nous avons des rêves, des ambitions également. En tant que seul enfant ici dans la salle, ne parlez jamais sans nous, sans nous. Il faut partager pareil espace tel que l'FMMD parce qu'on fait partie de la société civile également après tout. Nous allons continuer à revendiquer nos droits et nous souhaitons participer et également on se battra pour les droits des enfants avec vous toutes et vous tous. On doit responsabiliser les États, les gouvernements, etc. et les nations également au niveau du pacte mondial mais également au niveau de la mise en œuvre de tous les principes et tous les accords qui seront inclus dans le pacte.
Dès lors, permettez-moi de partager avec vous les engagements et les actions que je ramène dans mes pénates du FMMD, surtout par rapport aux enfants. Nous, on a un excellent document de travail, c'est l'initiative, et là on résume bien la situation droits des enfants en mouvement. Il faut s'assurer que tout le monde soit au courant des droits et des mécanismes également. Ainsi, nous devons prendre ce document et approcher nos gouvernements locaux pour les convaincre de s'engager par rapport aux objectifs, indicateurs, et donc tenir compte de ce document de travail, bien entendu. Pour ce, nous devons coopérer avec les États, différents États, les parties prenantes et tous ceux qui travaillent pour les enfants migrants, de telle sorte qu'on pourra favoriser le développement, l'amélioration de nos droits. Il faut effectivement informer tout un chacun, il faut prévoir des campagnes effectivement de sensibilisation, voire prévoir des alternatives à la détention. Il faut développer une argumentation solide et puis également inclure tous ces éléments dans le pacte mondial de migration. Il faut s'assurer que les jeunes, les enfants soient inclus dans le processus de développement et de suivi du pacte mondial sur justement une migration surrégulée, ordonnée, et également tout cela doit être inclus dans le pacte mondial, etc. Hier, dans l'espace commun, j'ai expliqué comment les enfants migrants doivent être entendus et pris au sérieux. Et bien entendu, en ligne avec leur âge et maturité. Que vous me croyez ou non, on peut également influencer des documents politiques tels que le pacte mondial et on peut aider à s'assurer que nos objectifs soient atteints et que nos indicateurs soient respectés au niveau des gouvernements également. Puis finalement, important également, on apprécie que la campagne Destination Unknown, différentes campagnes contre la détention, l'idée est de s'engager par rapport à la mise sur pied d'un conseil pour aider les enfants, l'idée étant de montrer, ouvrir la voie. Et puis, ce comité pourra jouer un rôle de sensibilisation et ce sera un plaidoyer défendant les droits des enfants migrants. Et puis, François Crapeau également a mentionné l'importance des Nations Unies. Les nations, soyons unifiés pour les droits des enfants migrants. Et puis, l'idée, bien entendu, est d'agir concrètement également. Merci. Muchas gracias, Milena. Merci beaucoup, Milena. Je donne la parole à Carolina. Chers collègues de la société civile, chers frères, chères sœurs, ça a été un honneur pour moi que d'être rapportrice du groupe Femmes lors de ces journées de la société civile. J'aimerais donc vous remercier, tous d'ailleurs, pour vos contributions sur la thématique en question. Les femmes étant évidemment un sujet qui est extrêmement proche de mon cœur. J'ai maintenant, en tant que migrante colombienne, migré à plusieurs reprises puisque je vis maintenant en Australie et je suis donc extrêmement, entre guillemets, touché par le sujet. J'aimerais commencer par deux choses. D'abord, un texte des femmes du Salvador qui disent « Nous sommes des combattantes et nous ne nous arrêterons pas ». Et autre citation, « Le pacte mondial doit promouvoir les meilleurs intérêts des femmes, mais ce sont les femmes qui doivent elles-mêmes définir ce que sont leurs intérêts. » Et il faut donc être à leur écoute. Louise Arbour a parlé justement des femmes et des filles également, un sujet qui a été souvent négligé, je crois, dans le passé, et dans le pacte. J'aimerais donc partager avec vous quelques aspects, notamment en commençant par quelque chose qui me paraît fondamental, qui est celui de l'autonomie des femmes, et de la manière dont les femmes ne sont pas vulnérables en tant que telles, mais sont vulnérables parce qu'elles se situent souvent, elles se retrouvent dans des situations qui les rendent vulnérables, notamment dans tout ce qui est lié à la migration. Il y a eu des mentions intéressantes qui ont été faites sur le rôle qui est fait par toute une série d'organisations et le travail excellent qui est réalisé. Nous avons parlé également du danger de mélanger femmes et enfants.
parce qu'il y a des différences évidentes, des similarités aussi, mais des différences évidentes dont il faut être conscient et tenir compte également des cas particuliers, par exemple des mères célibataires. En ce qui concerne les types d'oppression, sexisme, racisme, discrimination sur base de l'identité sexuelle, tous ces types de discrimination doivent être abordés parce que les femmes en sont victimes et souvent sont victimes d'ailleurs de multiples niveaux d'oppression. Il faut également penser au trafic. Il a été dit qu'il est essentiel de garantir que des mesures contre le trafic soient mises en place et que des mesures punitives également soient mises en place sans que cela n'affecte la dignité et les droits de l'homme des victimes de ces trafics et des femmes notamment migrantes ou demandeuses d'asile. Sur le racisme et la xénophobie, il a été mentionné qu'il est clé d'adresser la question du racisme et de la xénophobie par des politiques précises qui puissent être monitorées et qu'il est fondamental que les États mettent en œuvre des législations antidiscriminatoires, discriminatoires contre donc tous ceux qui discriminent les femmes, mais aussi d'autres groupes, notamment LGBTQI. Il faut également, on l'a dit, insister sur la nécessité de ne pas marginaliser certains groupes sur base, justement, de certaines de leurs caractéristiques. Il a été dit également que les questions de genre, d'âge, de race, évidemment, sont des sujets qu'il faut aussi désagréger. Sur la régularisation, le pacte doit intégrer des mesures pour assurer la réintégration, l'intégration avec des mesures spécifiquement conçues pour les femmes et les jeunes filles et tenir compte également de la réunification familiale. Et des initiatives spécifiques sont nécessaires là qui ciblent spécifiquement les femmes. Il a été dit à beaucoup de reprises que ce sont souvent les femmes qui demandent la réunification familiale, mais il est souvent extrêmement difficile pour elles d'obtenir justement une réponse positive à cette demande. En ce qui concerne le statut indépendant, il y a beaucoup de problématiques, beaucoup de difficultés pour obtenir un statut digne de ce nom. Les femmes sont souvent isolées et donc victimes d'abus plus facilement. Il faut donc un statut qui soit un statut indépendant et qui ne dépende pas uniquement du conjoint. Dans certains pays, une femme ne peut pas demander de visa permanent ou si c'est le cas, elles n'ont droit à ce genre de visa que dans certaines situations spécifiques. Et donc, il faut absolument mettre en œuvre des systèmes de visa qui libèrent les femmes de leur dépendance par rapport à leur époux, leur conjoint ou un employeur. Ensuite, le firewall a été mentionné et il faut justement lutter contre toute une série de situations où des États préfèrent, entre guillemets, ne pas accorder de statut aux femmes. Et les femmes, souvent, donc, se retrouvent dans des situations où elles ne peuvent pas dénoncer certains crimes par crainte d'être ensuite exclues ou expulsées. Il faut ensuite insister sur tous les aspects autres qui affectent les femmes, c'est-à-dire le fait d'être femme, qui en soi peut parfois être source de discrimination, mais aussi toutes les autres discriminations qui les affectent. Sur le transit et l'accès aux services, il y a souvent des voyages très dangereux que les femmes doivent réaliser, où elles courent le risque d'être victimes de violences, y compris de la violence de gang, par exemple. Et il faut absolument être conscient du fait que beaucoup de femmes sont soit l'objet d'abus ou tombent enceintes parce qu'elles sont violées pendant leur voyage. Il a été également mentionné que la violence de sexe et de genre doit être reconnue comme une situation qui doit justifier l'accord des autorités quant à une demande d'asile. Il faut aussi comprendre que nous ne pouvons pas, comme c'est souvent le cas, lier les femmes à un employeur et les obliger, entre guillemets, à accepter n'importe quelle condition de contrat, avec souvent des contrats de très mauvaise qualité, simplement parce que cela garantit qu'elles puissent garder un statut qu'elles ont obtenu dans un pays donné. Les femmes sont aussi plus affectées par le changement climatique que les hommes. Il faut en être conscient. Il faut donc aborder les questions du développement
la promotion des droits de l'homme, notamment dans les zones où il y a des risques de changement climatique plus visibles. La détention doit être évitée. Et l'on sait qu'aux États-Unis, par exemple, beaucoup de femmes se retrouvent à un moment ou l'autre détenues, voire même soumises à des traitements que nous considérons comme étant des traitements inhumains dans les prisons, avec par exemple incarcération dans des situations violentes. Nous devons donc lutter contre cela. Sur le retour, il faut dire qu'il y a déportation et non pas retour, parce qu'un retour non volontaire, c'est une déportation, et il faut utiliser les mots qui expliquent réellement les réalités. Enfin, autre point, il a été dit qu'il faut mettre en œuvre les recommandations des Nations Unies sur la question des femmes qui existent dans différentes conventions. Et puis, on nous a dit également qu'il faut être conscient du fait que nous avons, en tant que société civile, une vraie responsabilité. Nous devons absolument agir pour que le bon texte soit intégré dans le pacte. Nous devons également insister sur la nécessité de davantage donner la voix, non seulement à la société civile en général, mais surtout aux groupes qui représentent les femmes et surtout les femmes migrantes. Il a été dit également qu'il ne faut pas viser, entre guillemets, dans le pacte, un niveau de protection que nous estimons accessible, mais aller au-delà de cela, parce que se contenter de ce qui est possible, c'est souvent réduire le niveau de protection qui peut exister dans certaines années. Je termine par 3 mots: leadership, participation et pouvoir des femmes. Et j'encourage toutes les sœurs et les frères également ici présents à réellement essayer de tout faire pour développer davantage la protection dont bénéficient les femmes, notamment dans le cadre du futur compact. Merci beaucoup. La dernière intervention, ce sera celle de Vincent Tournecuillère. Désolé, je sais que c'est difficile à prononcer. Thank you. Good afternoon, everyone. Merci. Bonjour à tous. Voici donc la restitution des conférences Outreach qui ont été organisées à Budapest, Dakar et Katmandou. Il y a eu des sessions donc lors de la première jour. On est donc jeudi. Et donc au nom d'environ 50 participants dans ces 3 villes, j'aimerais vous remercier d'abord et remercier les organisateurs des journées de la société civile. Merci également d'avoir mis en place ces conférences décentralisées. C'est un peu comme l'Eurovision. Je ne sais pas si vous connaissez l'Eurovision, mais bon. Nous allons donc d'abord, pour les collègues de Dakar, passer au français. Nos amis qui ont contribué à Dakar, un groupe de jeunes. Je vous laisse le temps aux participants de prendre vos headphones. C'est donc une dizaine d'enfants et de jeunes dakarois qui se sont rassemblés dans la salle de conférence de Save the Children à Dakar, à l'invitation du mouvement MAEJT. Le live stream a bien fonctionné malgré une connexion Internet un peu irrégulière. Très rapidement, les participants étaient des jeunes représentants de la société civile, délégués nationaux du Sénégal, membres du GEM, secrétaire permanente pour le Sénégal qui a d'ailleurs participé à la conférence globale pour les droits de l'enfant dans les pactes mondiaux, il y a 2 semaines en arrière, ici même à Berlin. Donc il y avait des jeunes qui avaient déjà participé à la conférence 2 semaines plus tôt. Puis il y avait aussi Moussa Harouna et Boyan James, les 2 responsables régionaux de MAEJT. Bref, je rappelle aussi d'ailleurs que le MAEJT fait partie de la campagne Destination Inconnue, qui joue un grand rôle dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Alors les inputs des jeunes de Dakar commencent par une réflexion de 3 filles du groupe qui citent Madame Noasso dans son intervention, et qui dit que si on voit un noir en Europe, on le soupçonne et on le regarde bizarrement alors qu'il a ses racines sur place. Et ils comparaient aussi avec leur expérience quand ils sont venus à Berlin pour participer à la conférence sur les droits de l'enfant dans les pactes mondiaux. Et on leur a demandé où est-ce qu'ils avaient trouvé le visa et comment ça se fait qu'ils étaient entrés de cette manière et le nombre de fois dont ils ont été contrôlés comparé aux autres passagers.
Donc ils ont beaucoup apprécié cette intervention. Et ensuite, ils ont lancé 3 questions très ouvertes sur quelle est la priorité des gouvernements envers les familles et les enfants en mobilité, pourquoi voulons-nous empêcher que la migration des enfants, est-ce que le gouvernement peut prendre des décisions qui donnent aux enfants et en mobilité les mêmes chances que les autres enfants. J'ai eu quelques autres inputs du même groupe et donc c'est arrivé sur mon ordinateur en essayant de ne pas le faire tomber. Dans tout ça, on ne sent pas une réaction collective de nos États dans le sens d'accompagner ou de faciliter les conditions de vie des enfants en mobilité. Ils sont collectifs quand il faut faire des répressions et lorsqu'il faut refouler, où des milliers d'enfants en mobilité se retrouvent coincés, ils ne peuvent ni rester dans l'autre pays, ni retourner sans que le problème ne soit résolu. Voilà, donc je voudrais remercier nos amis de Dakar pour leur contribution. Now I will switch to English. Passons donc à Katmandou, au Népal, pour la deuxième conférence Outreach. 18 jeunes d'une ONG We for Change, le plus jeune avait 16 ans, le plus âgé 24 ans, 9 hommes et 9 femmes, ou 9 garçons, 9 filles. Malheureusement, la connexion Internet n'a pas bien fonctionné, ils n'ont vu que la première session. Bon, la première réflexion donc, de Katmandou, c'est une citation. Pendant la session d'ouverture, nous avons été très heureux de voir que le FFMMD est capable d'écouter la voix des femmes dans toutes les sessions. Voilà ce qu'ils nous disent. Ils nous disent également que We for Change là-bas travaille également en pensant à l'avenir et qu'il faut réfléchir à l'intégration avec les écoles et les écoles supérieures où il faut donc assurer la mobilité des jeunes pour qu'ils puissent se former. Et ensuite, nous devons, nous, en tant qu'organisation, formuler certaines idées en la matière. Donc voilà pour We for Change. Et merci beaucoup donc à tous les collaborateurs qui sont actifs dans cette partie de l'Asie. Et pour conclure, je repasse en Europe avec Budapest. La distance entre Berlin et Budapest étant assez courte, 1 heure de vol, eh bien, en temps de politique migratoire, là, on est à des années-lumière entre les deux villes. Il faut parler, c'est vrai, de l'espace qui se restreint beaucoup en Hongrie et dans toute une série d'États, du centre de l'Europe notamment. Il faut également parler, nous disent-ils, des lois qui démonisent la société civile et normalement les organisations, aussi les organisations qui travaillent avec les migrants, qui sont obligés de s'inscrire. Il y a 2 jours, nous avons donc eu l'occasion d'assister à un panel extrêmement intéressant de professionnels de la CSO, société civile. Nous avons eu le comité hongro-helsinkien, si le mot existe, mais il n'existe pas. Nous avons eu là le CICR, le bureau régional donc, de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge. Nous avions également l'office du commissaire aux droits de l'homme et du centre des Roms d'Europe centrale. Donc un panel divers et variés avec toute une série de personnalités extrêmement intéressantes. Ils commencent donc par quelques réflexions et nous disent, et je les cite, « Il a été important d'entendre un orateur insister sur le fait que les défis migratoires existent non seulement en Europe, mais partout dans le monde, y compris dans d'autres régions du monde. Sur le pacte mondial, pardon. Le pacte est d'une importance absolument cruciale pour lutter contre la xénophobie et contre l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui. Cependant, il existe des décalages énormes entre ce que prévoit le pacte mondial et la réalité sur le terrain. Et il y a un manque d'engagement. Il faut absolument lutter à tous les niveaux pour améliorer les droits et le respect des droits pour les réfugiés et les migrants. Ensuite, dans le contexte national, il est clair que la situation hongroise est exactement telle que décrite, c'est-à-dire compliquée. Nous sommes vus comme une menace pour la sécurité nationale en Hongrie et nous devons donc montrer davantage que les migrations et les migrants apportent un plus pour contrer toutes les idées négatives qui sont en train d'être diffusées par le gouvernement. La coopération doit être améliorée avec l'ensemble des acteurs. Il conclut donc à Budapest en nous disant retenir une conclusion
qu'ils ont entendu ici, qui consiste à dire « nous avons trop de principes et nous n'agissons pas assez ». Ensuite, sachez également, pour terminer, que nous allons protester donc officiellement en Hongrie d'ailleurs contre toutes les mesures discriminatoires à l'encontre des organisations de la société civile qui travaillent avec les migrants. Et merci beaucoup donc à ces 3 réunions décentralisées qui ont eu lieu à Dakar, à Katmandou, à Budapest et à environ la 30aine de jeunes qui y ont participé. Merci de votre attention. Muchas gracias, Vincent. Vamos a abrir. Merci beaucoup, Vincent. Il nous reste combien de temps? 15 minutes? 15 minutes maximum de débat. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, des interventions courtes et concrètes. Cécile Rilla, je crois, se trouve dans la salle. J'aimerais lui demander de prendre la parole pour son rapport. Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Je suis ici effectivement pour faire rapport d'un événement qui s'est tenu juste avant que nous soyons réunis ici à Berlin. Certains d'entre vous d'ailleurs dans la salle ayant participé. C'est la 4e édition donc de ce forum mondial sur la mobilité humaine, la migration et le développement. Qu'est-ce que ce forum? Eh bien, c'est un forum qui a été donc accueilli par le maire de Berlin. Donc, il s'agit réellement d'un forum qui accueille des maires de ville, qui est destiné à des maires et qui a pour objectif de leur donner la possibilité de discuter ensemble des options politiques qui existent pour eux, puisqu'ils gèrent généralement au quotidien ce problème de la mobilité humaine. Eux voient justement les choses du point de vue de la migration interne, c'est-à-dire cette nécessité pour les villes de gérer des afflux de population, à la fois en interne, mais également des populations ici de pays tiers. Et il est important donc que ces villes qui accueillent ou qui envoient des migrants puissent justement discuter parce qu'ils gèrent au quotidien la complexité que cela peut générer. Et puis il est important aussi de penser justement à mettre en place des mesures constructives pour garder justement la cohésion sociale, pour pouvoir bénéficier de tous les avantages qu'apporte cette diversité. Donc cela a été le 4e forum qui a été tenu ici à Berlin, 4e édition, organisée donc par les maires, je l'ai dit, mais également avec l'aide de toute une série d'organisations partenaires comme l'OIM, la Banque mondiale, l'initiative conjointe des Nations Unies pour la migration et toute une série d'autres partenaires qui ont soutenu donc cette initiative. Ceux qui ont participé et ceux qui étaient d'ailleurs présents hier ont certainement entendu parler beaucoup des villes qui sont absolument fondamentales aujourd'hui quand on parle de migration, de développement. Il est clair aujourd'hui, et c'est ce qu'ont dit les maires d'ailleurs, que le travail qu'ils réalisent est impossible sans un vrai engagement des organisations de la société civile et sans un véritable partenariat avec les organisations de la société civile. Je crois que ce message est un message qui est de plus en plus entendu aujourd'hui et dont il faut tenir compte. Et je crois que cela va permettre d'avancer et cela va permettre de montrer au gouvernement notamment que 2 choses sont fondamentales. La cohérence politique d'abord, pour que ce qui se fait au niveau local ait du sens également au niveau national. Nous ne sommes pas juste ici dans une situation où le national peut imposer ses choix politiques au local, parce que ça ne fonctionne pas si bien que cela, on le sait très bien. Il faut absolument construire des systèmes qui soient cohérents, qui puissent s'imbriquer les uns dans les autres, du national au local. Et c'est quelque chose qui est absolument critique pour l'ensemble des parties prenantes. Ensuite, deuxième aspect, l'intégration et le rôle que les villes jouent en matière d'intégration des migrants dans un tissu social. Donc là, je crois qu'il va être
de toute façon encore à l'avenir évident que les acteurs locaux, mais aussi régionaux, doivent être davantage intégrés dans la réflexion, non seulement dans le cadre de la discussion entre gouvernants et gouvernements, mais aussi dans le cadre du travail que nous faisons avec les organisations de la société civile. Et je crois qu'il est clair que tout le monde doit se demander justement davantage comment réunir ces différents acteurs, non seulement lors de la journée, entre guillemets, conjointe avec les gouvernements, mais aussi pendant peut-être les journées préparatoires de la société civile. Je crois qu'à terme, il faut certainement que nous travaillions davantage avec vous et avec les organisations de la société civile pour que les maires puissent être davantage intégrés. Merci. Je vois que nous avons donc absolument comme heure de fin prévue 18 heures. Donc il faut que nous donnions la parole au panel suivant. C'est ce qu'on va faire maintenant et on prendra éventuellement d'autres questions à la fin.